Jean-Christophe You, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes réalisateur belge et vous présentez votre film sur la piste de Yubin qui passe actuellement dans le cadre du 34e Festival Itinérance à Alès. En quelques mots, présentez un petit peu cette piste de Yubin, puisque quand on évoque ce titre d'emblée, on part sur des grands espaces et c'est pas du tout ça. Malgré tout, un petit peu, on pourra peut-être en parler. Pour faire très court, j'évoque le sort des étudiants chinois des années 20 et 30 en France, en Belgique, en Europe de manière générale. J'évoque l'histoire de la Chine d'avant-révolution, mais aussi d'après-révolution, et le tout effectivement à travers la vie de mon propre grand-père, Oui. à travers le courrier de mon propre grand-père. C'est une vie familiale en fait qui télescope la grande histoire. Voilà. Et c'est étonnant parce que moi j'ai découvert Oui. effectivement il y avait énormément d'étudiants chinois qui étaient venus en Europe à cette époque-là, les années Ce sont 20. des choses qui sont très peu sues, y compris parmi les Chinois que je rencontre. Mais c'est l'époque effectivement où des Deng Xiaoping et des Zhou Enlai, futurs grands dirigeants de la Chine populaire, viennent en France pour faire des études, voire pour travailler aussi. Alors il se fait qu'à travers la vie de mon propre grand-père, singulièrement en découvrant les lettres de mon grand-père, mon père, quelques années avant de mourir, me confie les lettres de son propre père, dont je n'avais qu'une vague idée. Et à travers les lettres, je prends ça comme un cadeau extraordinaire. Je rentre chez moi, je m'installe, quand je commence à lire, c'est dans un désordre indescriptible. Et en lisant les lettres, je me suis rendu compte à quel point non seulement mon grand-père devenait quelqu'un de charnel, mais à travers lui, je voyais l'histoire de la Chine en train de se dérouler autrement. Je connaissais vaguement, enfin quand même, puisque je m'intéresse à l'histoire de la Chine, mais à travers le courrier de mon propre grand-père, à partir de 1945, j'ai vu revivre autrement l'histoire de la grande Chine populaire. Et là, c'est devenu passionnant. Donc effectivement, à travers le destin d'un homme, mon grand-père, que j'ai appris maintenant à aimer de manière charnelle, j'ai pu envisager, et c'est ça qui m'intéresse, envisager un destin collectif, un sort collectif entre guillemets. Donc, à travers l'histoire personnelle d'un homme, j'envisage une histoire collective qui concerne en l'occurrence les Chinois, en l'occurrence aussi les immigrés de toutes origines. Oui, parce que en faisant ce film, je me suis rendu compte à quel point, je leur ai appris à quel point j'étais d'origine immigrée. Je suis un petit-fils d'immigrés chinois, mais comme je pourrais être le petit-fils de n'importe quel immigré dans le monde et de n'importe quelle époque. Donc voilà, à travers un homme, c'est un destin collectif, une histoire collective que j'essaie d'envisager. Et puis par ailleurs, c'est aussi ce qu'il advient de tout ça. Est-ce que l'histoire, le sort de Yubin, qui n'est pas enviable, la fin du film le raconte, est-ce que cela doit nous amener à un renoncement total, ou alors est-ce que malgré tout, on peut continuer à envisager des lendemains qui chantent? Ouais, voilà. C'est des grands paris, mais c'est ça qui a motivé globalement la réalisation de ce film. Alors justement, pour parler de la réalisation, de sa construction, parce que vous utilisez beaucoup de documents personnels, beaucoup d'images d'archives, et d'ailleurs le film démarre sur... alors il y a des films de famille, j'imagine, puisque c'est vous petit, c'est ça? Voilà. Avec votre sœur, c'est à Liège? C'est à Liège, voilà. Mon père était réalisateur à l'RTBF, la télévision. Ouais. Il avait d'abord été comédien dans le théâtre et le cinéma. Oui, il a joué avec Jean Renoir. Avec Jean Renoir notamment, je raconte ça dans le film aussi. Mon père a vécu à Paris, hein. Il a vécu à Paris pendant très longtemps. Et là, à ce moment-là, en 72, il est réalisateur à la RTBF, la télévision belge, et il avait pris des images de ma sœur et moi de rentrant de l'école, mais je ne sais plus pour quelle émission, reportage, documentaire en particulier. Mais il se fait qu'il y a quelques années, j'ai retrouvé ces rushs-là, et en voyant ces rushs-là, un petit peu comme le courrier de mon propre grand-père, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ça c'est vraiment le début de l'histoire que je voudrais raconter. Véronique, ma sœur Véronique et moi, rentrant en 1972 de l'école, en rentrant dans la maison, c'est le début de l'histoire du film. Et le début de l'histoire du film, c'est la visite du premier ambassadeur de Chine en Belgique, à Liège, à l'hôtel de ville où il est accueilli par le maire, le bourgmestre, comme on dit en Belgique. Et après, il est accueilli dans la maison familiale. Et je me souviens, je rentre de l'école et excusez-moi, dans la rue, je vois des voitures policières, des motos, des gens aux fenêtres, des voisins. Donc c'est un truc bizarre. Puis on rentre et quand j'ouvre la porte, je raconte ça dans le film, on voit des officiels chinois en train de discuter avec mon père. Voilà.
Donc ça a servi de déclencheur et effectivement, ça m'a servi, ces images-là m'ont servi à raconter une histoire. Ce film est fait de plein d'archives, de documents personnels, de photographies. Donc c'est un film qui n'a rien d'intimiste, qui n'a rien de, je veux dire, il ne s'agit pas de se lamenter au sujet d'un sort personnel, il s'agit d'évoquer une histoire. Qui était tragique, comique, tragique, et qui, in fine, évoque un destin, une question collective. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que votre grand-père, il a passé une certaine période de sa vie en Europe, mais il est retourné en Chine, pas de son propre chef, en fait. Ben, oui et non. Il aurait bien voulu rester en Europe, en Belgique, à ce moment-là, où il a rencontré ma grand-mère, il a eu un fils, mon père. Mais effectivement, il était dans des conditions de vie assez difficiles. Il avait fait des études d'ingénieur à Liège, mais il ne trouve pas de travail. Il a une famille dont il doit s'occuper. Puis par ailleurs, il est sollicité de temps à autre par son propre père qui lui écrit des lettres. Et l'une des lettres que j'ai retrouvées, il est exprimé voilà, mon fils, je m'occupe de la famille. Ta mère est fort malade, ta grand-mère est fort malade aussi. J'aimerais que tu rentres à la maison pour m'aider à voir avec la famille et m'aider à m'occuper de la famille, parce que mon grand-père était l'aîné de la famille. Il avait été envoyé en Europe avec beaucoup d'autres étudiants chinois de l'époque pour faire des études, apprendre ici de ce qu'on pouvait apprendre comme étudiant, puis rentrer en Chine pour participer à la reconstruction nationale. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire reconstruction patriotique. Je trace un film d'1h45 à très grand trait ici. Hein, bien sûr. Voilà. Mais en même temps, je trouve que le film il parle bien de tout ça, on rentre bien, et c'est vrai qu'il y a aussi une forte présence de documents. Vous avez beaucoup de documents écrits, beaucoup de documents d'images. Vous racontez bien aussi pourquoi, puisque vous êtes une famille de faiseurs d'images. Et en même temps, il y a eu aussi l'obligation de la correspondance entre les familles qui sont éloignées, avec des gens lettrés, donc on comprend tout ça. Et c'est vrai que de toute façon, j'aime bien le début avec ce générique là qui se balade dans toute cette matière qui est là, et on dit waouh, ici on rentre dans un univers où il y a beaucoup de choses qui peuvent nous parler, parce qu'il y a de l'expression. Ah oui. C'est ce que j'appelle... Pour présenter le dossier, pour espérer avoir des sous pour le film, j'appelle ça le travelling chinois. Alors effectivement, dans un très grand hall omnisport à Liège, j'ai étendu sur une très grande surface des tas de documents alignés de manière chronologique ou thématique, bien entendu, évoquant le XXe siècle européen, mais aussi chinois. Des documents écrits, des affiches, des images, et aussi des écrans télévisés de télévision à travers lesquels on peut reconnaître des films ou alors des reportages clés sur l'histoire de l'Europe, l'histoire de la Chine. C'est une manière pour moi d'évoquer non seulement l'histoire, mais stricto sensu, puisque je suis historien de formation et ça me passionne, mais aussi une manière d'avoir un petit peu de recul par rapport à tout ça. C'est un film qui est historique, mais aussi qui a une dimension... Allez, sans trop de prétention, mais c'est les intentions ici, en tout cas, une intention poétique. Donc je voulais un peu mélanger tout ça, toutes ces considérations-là. L'histoire me permet d'évoquer une émotion personnelle et à travers elle m'interroger malgré tout sur l'avenir qui se dessine, qui pourrait être, si les choses s'améliorent un peu mieux qui ne se présente, a priori. Oui. Mais ça veut dire que tout reste toujours possible. Je suis, pour ceux qui regarderont le film, ils le comprendront après coup, du parti du cerf-volant du bout du monde. Oui, c'est vrai qu'il y a des images Voilà, c'est le début du film. Oui. Le cerf-volant du bout du monde, c'est un film franco-chinois des années 50. Avec cette évocation de l'amitié universelle, voilà, la possibilité au moins de... C'est des enfants de Paris, des enfants de Pékin qui se lient d'amitié par l'intermédiaire d'un cerf-volant, pour faire très court. Et moi, ce film-là, je l'ai vu quand j'étais petit, quand j'étais gamin, ça m'a marqué. Et je reste toujours obsédé par ce Paris-là, qui reste un Paris éternel, en dépit de tout ce qui pourrait se passer. Oui. Et les cerfs-volants, des fois, c'est plus efficace qu'Internet pour établir les relations. C'est plus poétique. C'est plus poétique. Pour rejoindre ce que vous disiez. Le réalisateur, c'était... Alors, voilà, je voulais pas poser une absence ici. Si, le réalisateur, c'est Roger Pigeot. C'est Roger... Ouais, je sais plus. Si. Un très beau film où il y a aussi un des frères Prévert qui est dedans. Et il se fait aussi, mais je ne l'évoque pas dans le film, que mon père a failli jouer dedans. Parce qu'il était en contact avec les Prévert, mon père. Et comment il cherchait une personne, un monsieur d'origine chinoise. Mon père étant comédien d'origine chinoise à Paris, il se présente auprès du frère Prévert pour lui dire, ben voilà, je suis là. On lui a répondu non parce qu'on avait besoin d'un vieux monsieur. Or, à l'époque, mon père était plutôt jeune. Donc, il y a effectivement, à travers ce film-là, mais à part ça évoque beaucoup de choses aussi. Des accointances multiples. En tous les cas, c'est un film qui est encore possible de découvrir à Itinérance, puisqu'il passe demain encore
à Cinéplanète, donc demain dimanche. À 14h demain. 14h, oui. oui. Alors vous, votre parcours de cinéaste, en plus de sur les pas de Youbin, vous êtes documentariste, très accroché par le réel, c'est peut-être votre dimension d'historien aussi qui Sans doute, le fait. Et en même temps, il y a toute cette mouvance très très documentariste autour de Liège. Alors je ne sais pas si je fais des raccourcis un peu rapides et que l'historien va m'en vouloir, mais vous êtes un petit peu de cette famille-là, quoi, aussi, cette famille belge. Un petit peu, mais la famille belge a l'avantage quelque part d'être c'est un avantage quand même d'être assez hétéroclite quant à ses goûts, quant à ses formes d'expression. Et comme je suis de Liège, je ne peux pas ne pas citer, les autres ne m'en voudront pas, je l'espère. Me vient tout de suite évidemment Thierry Michel ou Jean-Claude Riga, bien entendu, avec qui j'ai commencé à travailler, à voir le cinéma documentaire. Il y a effectivement en Belgique et à Liège en particulier un monde cinématographique assez vivace et vraiment très divers, C'est ça l'intérêt de la chose. C'est aussi l'intérêt des choses. Oui. Et là, vous préparez pour bientôt des choses nouvelles, parce que vous avez exploré les pas derrière votre grand-père, votre prochain sujet d'aventure, d'itinérance. C'est toujours un peu présomptueux de présenter de se dire qu'on va forcément aller vers une autre expérience cinématographique. Le tout dépendant des subsides qui viennent ou qui ne viennent pas. Ça, c'est encore un sujet d'étude ou de reportage ou de questionnement très important. Il se fait que je suis toujours obsédé par l'espoir. En dépit de tous les échecs rencontrés, en dépit des défaites éventuelles, avérées, il y a toujours l'espoir qui est là, nécessaire. Et moi, je suis fort obsédé, vu le contexte aujourd'hui surtout, on nous dit que rien n'est plus possible, qu'il faut se conformer au libéralisme dominant et tout à fait écrasant. Je suis obsédé par cette époque directement après-guerre, dans un contexte terrible. Les sociétés en Europe sont complètement détruites et on réinvente la sécurité sociale et on se met à réinventer un espoir formidable. Donc, matériellement, les choses étaient autrement plus graves qu'aujourd'hui et on se permettait d'envisager une société autre. C'était l'époque, évidemment, où les mouvements progressistes tenaient le haut du pavé. Mais ça veut dire que tout est possible. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui nous écrase aujourd'hui, n'est pas inéluctable. Ce n'est pas inéluctable. Le cerf-volant du bout du monde est toujours dans mon cœur. Et là, je partirais peut-être par un dessin, en l'occurrence de ma mère quand elle était jeune, un dessin naïf dans lequel elle dessine, c'est juste après-guerre, une farandole d'enfants. C'est très naïf, c'est dans un carnet de poésie, j'ai trouvé ça dans la cave, un carnet d'enfants qui se donnent les mains, et ces enfants-là portent des habits du monde entier. Et ils portent le drapeau de l'espoir. Ils portent le drapeau de l'espoir. C'est un dessin très naïf, mais vraiment, vraiment formidable, et qui serait peut-être le point de départ d'un éventuel nouveau film comme celui Sous la piste de Youbin a pu trouver à travers cette photo de famille. On voit une photo de ma famille des années 20, famille style mandarin, a été un des points de départ du film aussi. Voilà, ce serait peut-être dans cette perspective-là que je me dirigerais. Mais toujours vers l'espoir et les possibles lendemains qui chantent ou chanteraient un peu mieux qu'ils ne chantent aujourd'hui, pour faire court. En tous les cas, c'est parfait pour une conclusion d'un entretien, rester sur un message plutôt optimiste. Alors Jean-Christophe Diou, merci d'être passé par ce plateau, et puis on va voir dans les prochaines heures aussi comment Alès perçoit votre travail, puisque on a encore l'occasion de voir, puisqu'il passe en ce moment, mais il passe encore dimanche sur nos écrans. Merci. Voilà, merci pour l'accueil, merci beaucoup.